Eh bien, on va parler de la Côte d'Ivoire qui refuse de transférer Simone Gbagbo à la CPI. Elle sera jugée dans son pays. Le gouvernement ivoirien veut jouer l'apaisement avec le camp de l'ancien président. On en parle dans un instant avec notre invité à Abidjan. C'est une première. Le parquet général de Paris préconise l'extradition de 2 Rwandais recherchés par Kigali pour leur implication présumée dans le génocide. Un revirement qui pourrait continuer à apaiser encore les relations entre Paris et Kigali. Élection législative ce vendredi au Swaziland, dernière monarchie absolue du continent. Il n'y a que des candidats indépendants. Le roi Mswati III, qui vient de prendre une 14e épouse, refuse toujours la création de partis politiques. Simone Gbagbo ne sera donc pas extradée à La Haye. Ainsi en a décidé le gouvernement de Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale qui détient son mari, l'ex-président Laurent Gbagbo, a émis un mandat d'arrêt début 2012 contre l'ancienne première dame. Elle est recherchée pour crime contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2010-2011. La Côte d'Ivoire, qui avait transféré Laurent Gbagbo à La Haye, affirme qu'elle est désormais capable de juger elle-même Simone Gbagbo. Écoutez. Cette décision du Conseil vise à faire juger Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire par les juridictions ivoiriennes qui sont aujourd'hui réhabilitées et à même de lui faire un procès juste et équitable, garantissant les droits de la défense. C'est le vœu du chef de l'État de faire en sorte que le climat social en Côte d'Ivoire soit complètement apaisé, que les Ivoiriens ne se regardent plus en chien de faïence, que toutes nos intelligences s'additionnent et que chacun travaille dans le sens pour faire avancer le pays. Et on va tout de suite prendre la direction d'Abidjan. On va retrouver notre invité, Maître Yacouba Doumbia. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Côte d'Ivoire. Vous êtes le président du mouvement ivoirien des droits humains. Vous êtes donc partie civile dans les dossiers de la crise post-électorale. Alors on vient de l'entendre, le gouvernement parle d'apaisement avec le camp de l'ancien président. On a vu au mois d'août que plusieurs proches de Laurent Gbagbo ont été libérés. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Nous sommes assez surpris par le motif invoqué, c'est-à-dire l'apaisement recherché avec l'opposition. Alors donc, comme motif principal de la retenue de la compétence des juridictions ivoiriennes. Nous avons, avec les victimes de la période post-crise, déposé des plaintes au niveau du MIDH, de la FIDH et de la LIO. Alors, nous attendons accompagner les victimes au plan local. Mais il s'est trouvé que juste au sortir de la période post-crise, le gouvernement a avancé que les juridictions ivoiriennes n'étaient pas aptes, n'avaient pas la capacité d'appréhender les crimes de cette ampleur-là. C'est donc dans ce cadre que ce gouvernement a eu recours à la compétence de la Cour pénale internationale. Nous avons donc nourri beaucoup d'espoir pour une collaboration franche entre notre gouvernement et puis la Cour pénale internationale. Alors cette décision marque un coup d'arrêt à cette collaboration. Maître Nous Yacouba, avons beaucoup d'équipes. Maître Yacouba Doumbia, pourquoi selon vous justement il y a ce revirement? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire semble prendre ses distances avec la CPI? Nous le constatons. Bon, peut-être que est-ce que c'est parce que la Côte d'Ivoire veut rentrer dans le groupe des pays africains qui considèrent la Cour pénale internationale comme une juridiction exclusivement tournée vers la répression des crimes en Afrique, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui militent? Il appartient au gouvernement ivoirien véritablement de nous éclairer là-dessus. Mais nous sommes intransigeants par rapport à la question de la gestion de l'impunité, parce que nous estimons que ce qui a engendré véritablement la crise ivoirienne, c'est la question de l'impunité, c'est-à-dire donc l'incapacité du système judiciaire à régler les questions, les conflits entre les citoyens. Merci. Et aujourd'hui, dire qu'il y a eu des... Allô? Oui, je vous en prie, oui, terminez. Aujourd'hui, invoquer qu'il y a eu des réhabilitations et qu'à partir de ces réhabilitations, le système judiciaire est à même d'offrir des procès équitables, nous entendons juger le gouvernement sur pièce. Merci beaucoup, Maître Yacouba Doumbia. On l'entend, vous souhaitez évidemment que les deux camps, que la justice soit impartiale envers les deux camps en Côte d'Ivoire. La coopération du Kenya avec la CPI pourrait être compliquée à l'avenir. Une phrase du président kényan qui ne passe pas inaperçue. Motif de l'exaspération d'Ourou Kenyatta envers la Cour. Il a dû renoncer à se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine parce que son vice-président William Ruto comparaît en ce moment même à La Haye.
et que les deux hommes ne peuvent pas être hors du pays en même temps. Conclusion donc, Uhuru Kenyatta, dont le procès pour crime contre l'humanité doit débuter en novembre, pourrait ne plus coopérer de la même manière avec la Haye. Y a-t-il un tournant dans le duel judiciaire entre la France et le Rwanda? Pour la première fois, le parquet général de Paris est favorable à l'extradition de deux Rwandais, Claude Mwaimana et Innocent Musabyimana, que Kigali recherche pour leur implication présumée dans le génocide. La cour d'appel doit se prononcer mercredi, mais on sait donc maintenant que le parquet va préconiser leur extradition. On va voir ce qu'en pense tout de suite Alain Gauthier. Vous êtes le président du collectif des parties civiles pour le Rwanda. Cette annonce, en tout cas cette décision que va préconiser le parquet, c'est un véritable revirement. Oui, effectivement, c'est même très surprenant parce que jusqu'à maintenant, le parquet général de Paris nous avait donné l'habitude de systématiquement demander à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris de refuser toute extradition vers le Rwanda. Donc il s'agit véritablement pour nous d'un revirement, mais ce n'est peut-être qu'un épisode de plus dans toutes ces demandes d'extradition. À quoi est dû selon vous ce revirement? Comment est-ce que vous l'expliquez? Vous savez, c'est difficile à comprendre. Peut-être que le parquet finit par se rendre compte que la justice française se singularise en refusant systématiquement les demandes d'extradition. Le TPIR a pris la décision d'extrader maintenant vers le Rwanda les présumés génocidaires. Les pays, la Norvège, la Suède, le Canada, les États-Unis ont déjà extradé des présumés génocidaires vers le Rwanda. Donc il serait temps que la France fasse de même parce que nous pensons qu'au Rwanda, ils auront un procès équitable et qu'il est important que les présumés génocidaires soient jugés le plus près possible des lieux des crimes qu'ils ont commis. C'est excessivement important pour les victimes. Merci beaucoup Alain Gauthier d'avoir été en direct avec nous. Et donc on suivra, c'est mercredi que la Cour d'appel de Paris doit se prononcer sur ce dossier. Des législatives au Swaziland, on votait ce vendredi dans la dernière monarchie absolue d'Afrique. Pas de parti politique, pas de place pour le débat, une situation économique désastreuse. La population commence à réclamer plus de liberté. Mais pour l'instant, dans ce pays d'Afrique australe, c'est le monarque qui fait la pluie et le beau temps. La nouvelle est tombée juste avant les législatives de ce vendredi. Le dernier monarque absolu de l'Afrique subsaharienne s'est choisi une 14e épouse. Elle a 18 ans et a remporté un concours de beauté. Au Swaziland, les partis politiques sont interdits. Les candidats sont choisis par les chefs traditionnels. Le roi Swati III, lui, affirme que son régime n'est pas trop strict. Nous n'imposons pas des mesures répressives dans ce pays. Nous n'avons pas besoin de le faire. Nous sommes un pays pacifique. Regardez notre histoire. Nous ne sommes pas un peuple violent. En 2011, il y a eu des manifestations contre le pouvoir, certes limitées, mais c'était du jamais vu. Les analystes politiques chez le voisin sud-africain pensent que le roi sera bientôt obligé de démocratiser son pays. Économiquement, le Swaziland n'a aucun poids, mais politiquement, c'est une honte pour le continent. Même si les élections ne seront pas très transparentes, le roi sent qu'il y a un réel désir de changement. La question est de savoir quand celui-ci viendra. Au Swaziland, beaucoup veulent le changement. 70% des 1,4 million d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Le pays compte aussi le plus fort taux de contamination du VIH au monde. Un adulte sur 4 est touché. On va s'arrêter à présent sur la situation du Nigeria. Le pays fait face à de très grosses difficultés. L'insécurité est quasiment permanente dans certaines zones du pays. Aujourd'hui, c'est Abuja, la capitale, qui est touchée. Une attaque dont les circonstances sont encore imprécises a fait au moins 7 morts. On va en parler avec Nicolas Germain qui nous a rejoint sur ce plateau. Alors Nicolas, une attaque au cœur d'Abuja, la capitale, c'est un événement assez rare. Oui, c'est très rare. Il y a quelques exceptions. On se souvient d'août 2011, une attaque à la voiture piégée contre les bâtiments de l'ONU, 24 morts. Une attaque également l'an dernier contre un journal, 2 morts. Mais Boko Haram, qui a commencé ses grandes attaques en 2009, Boko Haram qui veut imposer la charia dans le nord du Nigeria, attaque généralement le nord justement. Et on sait que c'est clairement un des plus grands défis pour le président Goodluck Jonathan. D'ailleurs, une des plus grandes attaques de Boko Haram a eu lieu ce mardi à Beni Sheikh, plus de 140 morts. Et donc, je le disais, Boko Haram est l'un des plus grands défis pour Goodluck Jonathan, qui est à la tête de ce pays le plus peuplé d'Afrique, 170 millions d'habitants. Et alors que le président Jonathan doit faire face donc à ce
défi de la violence dans le Nord, il est confronté également à de très fortes tensions au sein même de son parti. Certains en sont venus aux mains récemment. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui se passe? Absolument, il y a eu une bagarre dans le Parlement à Abuja ce mercredi entre membres du PDP. En fait, c'est parce qu'il y a 3 semaines, il y a eu une faction dissidente qui s'est créée au sein du PDP. 7 gouverneurs de cet État fédéral qu'est le Nigeria ont décidé de créer une faction dissidente contre Jonathan. En fait, ce qu'ils disent, ce qu'ils reprochent à Jonathan, qui vient du Sud, c'est qu'il y a une règle non écrite au sein du PDP qui dit que tous les 2 mandats, le candidat doit changer. Il doit venir une fois du Nord, qui est plutôt musulman, et une fois du Sud, qui est plutôt chrétien. Or, Jonathan, il est venu au pouvoir en 2010, à la mort de son prédécesseur. À l'époque, il était vice-président. Puis, il est élu en 2011. Et donc, s'il est candidat en 2015, ce serait son 3e mandat. Personne ne doute qu'il sera candidat en 2015. Ce n'est pas encore officiel, mais sa femme a déjà fait campagne pour lui. Et on sait que c'est vraiment une très grosse question, cette question de qui sera le candidat du PDP au Nigeria, puisque depuis 1999 et la fin du règne des militaires, c'est toujours le candidat du PDP qui a remporté l'élection présidentielle. Oui, on suivra de très près cette élection présidentielle ici sur France 24. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu sur ce plateau. Et c'est la fin de ce journal Afrique. Je vous rends la parole. Voilà pour l'actualité africaine. Merci beaucoup à tous les deux. Paris Direct continue dans quelques minutes. Vous avez rendez-vous avec Julien Fanchuli pour de nouvelles heures d'information. Quant à moi, je vous dis à demain soir.